hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus dans la nature ? Un paysage de montagne, le reflet du soleil sur le lac ou encore la rosée du matin sur un brin d'herbe ? Et quand est-ce que vous avez ressenti pour la dernière fois cet émerveillement ? Si vous y repensez, durant ce moment, vous avez sans doute ressenti de la joie, de la sérénité, voire de la gratitude. Peut-être que le temps s'est même un peu suspendu, comme s'il devenait timide devant tant de beauté. Alors gardez ce souvenir, car dans cet épisode du podcast 2040 JV, je vous invite à explorer notre relation à la nature et l'impact qu'elle a sur notre psychisme. Nous allons partir à la rencontre d'Annick Wagner, cofondatrice du Hub des Possibles, et de Cynthia Illy, facilitatrice au Transform Action Lab de l'EPER, deux praticiennes du travail qui relie en Suisse romande. Le travail qui relie est une approche qui vise à offrir un espace pour se reconnecter au vivant, transformer nos émotions et retrouver un pouvoir d'agir. Nous irons ensuite à la rencontre de Chantal Martin-Solch, professeure de psychologie clinique et de psychologie de la santé à l'Université de Fribourg. Elle nous parlera de ce que sont les émotions et de l'impact de la nature sur notre santé mentale. Enfin, nous terminerons par un voyage en 2040, un futur dans lequel le végétal aura repris ses droits et dans lequel les réunions d'entreprise se feront au pied des arbres. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 2040 JV. Je suis dans la forêt de Sauvablin, dans les Hauts de Lausanne. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. On est vendredi à midi, un petit air frais, des familles qui se promènent dans le parc. Et puis je retrouve Annick Wagner et Cynthia Illy qui vont animer un atelier de Walk and Reconnect. Bonjour. 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 Annick Wagner, vous avez créé ces ateliers de Walk and Reconnect qui essaiment dans différentes villes suisses et même en Allemagne. En quoi est-ce que ça consiste ? En fait, ça consiste à prendre un moment en dehors du temps pour revenir dans le vrai temps, j'ai envie de dire, pour revenir dans ce qui fait l'essentiel de notre vie humaine et de sa beauté, c'est-à-dire être dans un moment de ralentissement, de rencontre avec soi-même, de rencontre avec d'autres personnes et surtout de se plonger au sein de la nature. Et en quoi est-ce que c'est important de faire cet atelier à l'extérieur, entouré d'arbres et de nature ? Parce qu'en fait, on va déjà respirer un air différent. On va sentir l'énergie suivant la saison de la forêt autour de nous. On va s'y connecter, s'y relier. On va s'imaginer ou se réimaginer aussi tous les êtres vivants qui fourmillent autour de nous. Et ça fait du bien. En général, les participants, à la fin, ils parlent d'apaisement, de ressourcement, de renouvellement. Et concrètement, comment se déroule un atelier de Walk and Reconnect ? Il y a d'abord une première étape de connexion à la joie d'être là et à la joie d'être en vie, à sa propre gratitude. Là, les participants vont marcher, faire connaissance, s'ancrer, respirer, partager sur ce qui les met en joie tout en marchant. Puis après, il y a une deuxième étape qui, à partir du moment où on ouvre la porte du lien, on va aussi leur proposer d'ouvrir leurs préoccupations face à la situation du monde. Et ils vont pouvoir continuer en marchant à en parler. Dans une troisième étape, grâce à la nature qui nous entoure, on est dans une étape de prise de recul, de changement de regard. Et là, les participants vont s'immerger dans la nature, se connecter à elle, aller prendre des éléments de la nature, faire le lien avec leur propre vie. Et dans une quatrième étape, les participants vont réfléchir à aller de l'avant et continuer à marcher, justement à discuter et se demander comment être des optimistes lucides et quoi faire dans leur vie. Alors on y va ? On y va. J'ai fait la marche de Walk and Reconnect avec les participants et je vous partage 2 extraits de cette expérience pour vous permettre d'entendre ce qui s'y passe. Le premier extrait est enregistré au début du parcours, lorsque les marcheurs et les marcheuses se connectent au sentiment de gratitude. Nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes des personnes pressées, importantes, un peu comme dans un hall de gare qui fourmille. Nous allons par-ci, nous allons par-là.
Encore un peu plus vite. Et stop. Nous nous arrêtons et nous tournons vers la personne la plus proche pour faire un binôme. Et nous allons simplement nous poser face à face et nous regarder en silence, en écoutant ce que je vais lire. Vous vous trouvez face à quelqu'un, sans parler. Prenez conscience de sa présence. Voici une personne de vivant sur cette planète Terre, dans la même période de crise et de précipitation. Mais elle ne se presse plus. Cette personne est simplement là et elle a choisi d'être là pour que nous traversions ensemble un bout de ce qui est lourd et nous relions à la générosité de la vie. Sentez votre joie que cette personne ait fait le choix d'être là et trouvez un geste pour le lui montrer. Le deuxième extrait se situe vers la fin du parcours. Les participants et participantes ont exprimé ce qui les préoccupe et qui les alourdit. Et ils sont ensuite invités à changer de regard pour retrouver de la joie et de la légèreté. 1-2 minutes, c'est assez rapide. Vous allez vous égayer dans la nature, là tout autour, et vous allez vous laisser appeler par un élément de la nature. Donc c'est juste l'inverse de ce que nous les humains nous faisons d'habitude. D'habitude on a des objectifs, on regarde, on choisit, on décide, on prend. Là vous allez regarder autour de vous et voir ce qui vous appelle, sachant que ce qui vous appelle vous allez le ramener. Donc laissez vos pieds vous guider, regardez quel élément vous appelle. Prenez-le dans vos mains ou dans votre cœur et quand je fais le ding-ding, on se retrouve tous là pour partager. Je vais vous proposer de faire un petit partage, non pas sur comment ça s'est produit pour vous, mais je vais vous poser une question un peu particulière et vous demander directement, quand vous regardez maintenant ce que vous avez ramené, en quoi est-ce que ça se relie à votre vie de maintenant ? Alors, moi, j'ai pas pu vous ramener, mais j'étais en connexion, j'étais appelé par une racine, une assez grosse racine d'un arbre juste là derrière. Alors, j'ai juste ramené un tout petit bout de mousse, vraiment minuscule, pour pas l'abîmer. Voilà, mais ça me rappelle que comme je suis dans une période assez instable depuis une quinzaine de mois, je sens que j'ai besoin d'ancrage, une reconnexion, et je trouve que le symbole de la racine me parlait énormément à ce moment-là, quoi, et d'aller capter des ressources très profondément, quoi. Alors moi j'ai pas pris la mousse, mais c'était effectivement aussi la mousse qui m'a appelée. Et en fait je réalise que je dis le mot mousse très souvent le soir en couchant mes enfants, parce que je chante une chanson qui a ce mot, et en fait qui dit que ta peau est douce comme la mousse des bois. Et en fait ça me connecte vraiment à cette transmission. Ma mère me chantait cette chanson, je chante cette chanson avec mes enfants. Il y a vraiment ce besoin de transmettre qui est très fort. Et je crois que dans ces temps un peu difficiles, il y a ce mot transmettre des valeurs qui résonne encore plus en moi. Voilà. Cynthia Illy, vous faites aussi des ateliers de travail qui relient basés sur l'approche de Joanna Macy. Et puis vous travaillez notamment beaucoup avec des jeunes de 16 à 30 ans et avec des formateurs de jeunes. Vous faites d'ailleurs partie de ces jeunes puisque vous avez 27 ans. Globalement, qu'est-ce que ces jeunes ressentent face à l'avenir ? Alors je dirais que les jeunes, déjà, c'est pas forcément une catégorie homogène, mais les personnes avec qui on va travailler sont des personnes qui peuvent ressentir une forme d'anxiété, d'angoisse par rapport au futur, à la fois sur des questions politiques, géopolitiques et également climatiques. Donc la jeunesse de façon générale, Salomé Saké a écrit un très beau livre là-dessus pour décrire aussi les perspectives de la jeunesse aujourd'hui et à quel point elle diffère d'un passé plus ou moins récent. Donc il y a une forme d'angoisse par rapport à l'avenir et parfois aussi de colère ou d'incompréhension, un sentiment peut-être d'impuissance également. Et comment est-ce que ça s'exprime pour eux au quotidien ? Je dirais qu'au quotidien, il y a peut-être l'impression de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir par où commencer, de se sentir trop petit, trop petite, de se sentir dans quelque chose où nos désirs ne correspondent pas à ce qui nous est proposé. Et puis aussi dans une forme d'incompréhension de pourquoi toute cette destruction à différents niveaux et pourquoi cette polarisation aussi entre différentes personnes alors que nous sommes tous et toutes humains et humaines au final.
Et quand vous travaillez avec ces jeunes, en quoi est-ce que vos ateliers de travail qui relie, vos ateliers de reconnexion au vivant répondent à leurs besoins ? Et ce qui est partagé déjà, c'est un besoin de la part des formateurs et formatrices d'en savoir plus sur la situation, de eux-mêmes et elles-mêmes pouvoir comprendre, nommer, traverser leurs ressentis par rapport à tout ce qu'on sait sur l'état du monde aujourd'hui et les différents défis auxquels on fait face en tant qu'humanité. Et puis ensuite, pour les jeunes, de pouvoir les accompagner sur un chemin de prise de conscience, sur un chemin de réappropriation de leur pouvoir d'agir. Et concrètement, comment est-ce que vous faites pour que les jeunes passent de ce sentiment d'être tout petits face à des problématiques gigantesques qui ne dépendent pas d'eux, à un sentiment où ils peuvent se réapproprier le pouvoir d'agir ? Alors ce qu'on va beaucoup faire, c'est travailler sur 3 niveaux. Le niveau individuel, du travail aussi par pair, donc en binôme, et du travail de groupe. Et c'est énormément le groupe qui va permettre aux jeunes de se sentir faire partie d'un tout déjà, et puis également de pouvoir échanger ensuite sur des ressentis qu'on n'a pas forcément l'habitude de nommer et dont on n'a pas forcément conscience. Comme quoi ? Comme ressenti par exemple ? Par exemple, la sensation de culpabilité qui peut être nommée, de ne pas en faire assez, de ne pas savoir par où commencer, le sentiment qu'en fait, foutu pour foutu, autant profiter. Et du coup, comment en sortir de ce qu'on voit être problématique d'une certaine façon pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Et à la fois, on reste dedans parce qu'on ne voit pas d'autre issue. Donc ce genre de sentiments-là peuvent être des sentiments qui sont partagés par une vaste majorité. Et une fois que ces sentiments ont été partagés, qu'est-ce que c'est l'étape suivante ? Alors l'étape suivante, ça va être premièrement de simplement les laisser prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, qu'on est probablement des millions à partager ce ressenti-là, à avoir envie de faire bouger les choses. Et on va aussi s'appuyer sur des exemples positifs, étant donné que notamment les médias ne vont pas particulièrement faire circuler des exemples positifs. L'idée, c'est de pouvoir donner des exemples concrets de micro-fermes qui ont fonctionné, de collectifs qui ont permis des victoires, de différentes façons de s'engager qui peuvent correspondre à différentes personnalités aussi. Durant les stages de travail qui relient plus longs, qui durent 2-3 jours, qu'est-ce que vous faites ? Alors un stage de travail qui relie de plusieurs jours va suivre les mêmes étapes de la spirale qui ont été mentionnées plus tôt. Et on va probablement passer une demi-journée ou une journée par étape de la spirale. Ces étapes qui sont s'ancrer dans la gratitude, pouvoir ensuite conscientiser ces émotions plus désagréables. Et nous, au Transformation Lab, on aime bien parler de compostage des émotions, c'est-à-dire de pouvoir traverser ces émotions désagréables et en faire une force motrice pour ce changement de regard, ce changement de perspective qui permet de passer à l'action. L'idée aussi de Joanna Macy, c'était de pouvoir aussi s'activer en collectif, s'engager en collectif. Donc on ne fait pas du tout du développement personnel avec le travail qui relie, c'est vraiment une notion très très importante, je crois. C'est plutôt comment est-ce que je peux me reconnecter à moi, aux autres et plus largement au vivant, dans la perspective de se mettre en action communément. À la fin de l'atelier de Walk and Reconnect, les participants et participantes ont exprimé un sentiment de reconnexion à eux-mêmes et de bien-être. Mais est-ce un cas isolé ou s'agit-il d'une réalité qui peut être étayée scientifiquement ? Est-ce que des études démontrent l'impact de la nature sur les émotions humaines et sur notre santé mentale ? Pour en savoir plus, je suis allée à la rencontre de Chantal Martin-Solch, professeure de psychologie à l'Université de Fribourg. Madame Martin-Solch, qu'est-ce que c'est au fond une émotion ? Alors, c'est une vaste question. Je pense que ce sont des états qui se ressentent autant au niveau de la pensée, au niveau physique, au niveau affectif. En général, les émotions en psychologie, on les considère comme des états qui sont transients, c'est-à-dire qui sont limités dans le temps et qui sont une réaction à quelque chose qui s'est passé, à une situation, un événement, etc. Et puis qu'on va essayer de réguler. Et quel impact est-ce que les nouvelles sur le réchauffement climatique et le dépassement des limites planétaires a sur les émotions ? Alors, je pense que les émotions principales, c'est justement l'anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété ou l'anxiété climatique, mais aussi la culpabilité.
Donc de se dire je devrais faire plus, j'en fais pas forcément assez, oh là là j'ai mangé de la viande, j'ai pris l'avion. Donc il y a aussi un discours assez culpabilisant et puis un sentiment d'impuissance. Alors l'impuissance c'est pas une émotion en l'occurrence. Et là je dirais autant le sentiment de culpabilité puis l'anxiété en particulier, c'est pas vraiment une émotion en soi, c'est justement quelque chose qui devient un peu plus problématique. Donc quand l'émotion de la peur n'arrive plus à se réguler et puis occupe beaucoup l'esprit des personnes, donc devient un petit peu moins adaptative et fonctionnelle et puis plus problématique. Et puis après ça peut justement donner lieu à beaucoup de réflexions, à des angoisses, pas savoir de quoi sera fait le futur, est-ce qu'on a encore de la place, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose, et puis vraiment être très très préoccupant. Mais ça c'est quelque chose qui concerne une partie seulement des jeunes. Et si on parle des émotions dites positives, est-ce que vous observez aussi des jeunes chez qui ces nouvelles sur le réchauffement climatique déclenchent une émotion, voire un comportement différent de l'anxiété ? Alors je dirais qu'à partir du moment où on peut faire une action spécifique, ça va aussi quelque part libérer et soulager un peu de cette angoisse-là. Donc effectivement, le tout c'est de savoir quoi faire. Donc il peut y avoir l'engagement pour le climat. Après il y a l'idée de faire des petites choses au quotidien. Ça, je crois que chacune peut trouver un petit peu son chemin. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités finalement de réguler cette émotion négative et puis cette angoisse qui peut être générée ou cette peur qui peut être générée par le discours pour aussi éviter de tomber dans une éco-anxiété. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi la résilience, c'est-à-dire le fait d'être capable d'affronter, d'avoir plus de compétences, de capacités comme ça pour affronter les choses difficiles. Et là, il y a plusieurs facteurs qu'on appelle facteurs de résilience. Par exemple, ça peut être les contacts sociaux, donc les interactions sociales, le support social, c'est très très important. Donc d'être avec des autres, d'échanger là-dessus, d'échanger sur les choses qui nous font peur ou d'être dans une communauté de personnes qui réfléchissent à ça ou à d'autres choses, ou de ne pas être seul, d'avoir des amis, d'avoir de la famille. Tout ça, ça va aussi un peu nous protéger de ces pensées négatives. Qu'est-ce que le fait d'aller dans la nature suscite comme émotion dans la psychologie humaine ? Alors c'est assez large, mais on sait que c'est souvent lié à un sentiment de bien-être. Donc on sait aussi que de plus en plus, c'est fait aussi sur des études de développement, par exemple, que le fait d'avoir accès à la nature va augmenter le sentiment de bien-être. Donc c'est en général des émotions positives qui sont liées à ça. Après ça dépend, hein. Peut-être que vous n'aimez pas la forêt, ça vous gratte, il fait froid, enfin bon, il y a des autres choses. Mais ça peut être aussi voir des images de nature, ça peut être, il faut trouver peut-être des paysages qui plaisent. Donc ça c'est assez simple. Il y a aussi des études qui montrent que d'avoir accès à des surfaces vertes dans les villes, par exemple, va diminuer le risque de développer des troubles psychiques à l'intérieur des grandes villes, par exemple, parce que l'urbanisation est liée à une augmentation de troubles psychiques pour un tas de raisons. Et il y a des études qui montrent aussi que ça améliore même la régulation des émotions dont on parlait avant, justement, le fait d'être capable de changer ces émotions négatives comme ça dans un flux de manière dynamique, et même jusqu'au cerveau. Donc le nombre de fois où on s'est promené, qu'on a vu des espaces verts dans la journée, donc des études qui sont faites comme ça dans des personnes qui se promènent dans la ville, ça va changer un petit peu la physiologie du cerveau, donc la manière dont le cerveau va aussi gérer les émotions. Et puis il y a effectivement des études qui montrent que ça peut augmenter les contacts sociaux, prosociaux, donc d'aller vers les autres. Et vous dites qu'il y a différents types de nature qui ont un impact sur les émotions humaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est assez intéressant parce que ce sur quoi la recherche s'est beaucoup intéressée, c'est en fait les espaces verts. Donc, c'est vraiment l'idée de cette couleur, peut-être cette couleur verte. Et il y a des premières études qui montrent que, effectivement, le vert peut avoir aussi un effet calmant, relaxant. Donc, ce serait plutôt les espaces verts maintenant que la mer, etc., qui peuvent avoir ces effets-là. Et en quoi est-ce que le fait d'aller dans la nature a une influence aussi sur le comportement écologique des gens, sur le prendre soin du vivant? Alors là, je dirais qu'il y a plusieurs réponses possibles. La première, c'est que évidemment, si on est un amoureux de la nature,
et qu'on va dans la nature, on va vouloir la préserver. Si vous aimez faire de la randonnée en montagne, forcément vous serez sensible aux déchets qui sont mis par terre, au fait qu'il y a un changement climatique, il y a des nouvelles fleurs, qu'il n'y a plus de neige alors qu'à cette période de l'année il y en aurait eu. Le fait de faire des activités ou des actions comme ces ateliers d'éco-psychologie, le but c'est pas forcément de promouvoir un changement de comportement, c'est plutôt d'améliorer le bien-être des personnes. Mais si on diminue déjà un peu l'anxiété, ça donne la place pour des nouveaux comportements. Si on se reconnecte un petit peu avec la nature, on se dit peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez simples. Donc on peut effectivement avoir un petit peu plus d'attention sur la nature en général, puis à essayer de la préserver. Et pour les gens qui ne sont pas des convaincus de la transition écologique, est-ce que le fait d'aller dans la nature peut avoir un impact sur les comportements ? Et je pense que c'est difficile de faire ce genre d'activité avec le but ultime de faire changer le comportement des personnes. Parce qu'on travaille vraiment vers une amélioration plutôt du bien-être, des ressources de la personne. Et puis à partir du moment où on intègre le fait que d'être dans la nature, ça peut être une ressource, ou qu'on peut avoir des expériences positives aussi, se relaxer comme ça dans la nature, là peut-être que ça va amener des changements. Mais c'est pas forcément le but. Pour ça, il y a d'autres mécanismes. On travaille un petit peu plus alors sur les pensées, les décisions des personnes et pas forcément avec la reconnexion avec la nature. C'est vrai que c'est plus quelque chose sur l'émotionnel que sur le décisionnel, si on veut bien. Nous avons vu avec Chantal Martin-Solch que la nature contribue à notre bien-être. Alors à quoi ressemblerait un futur dans lequel nous aurions reconnu notre interdépendance avec le vivant et reverdi nos villes ? Voyage en 2040 avec Annick Wagner et Cynthia Illy. 2040, j'y vais. Cynthia et Annick, nous nous retrouvons aujourd'hui au mois d'avril 2040. Qu'est-ce qui a changé dans la forêt de Sauvablin ? Dans la forêt de Sauvablin, ce qui a changé, c'est qu'on voit des personnes qui marchent et qui travaillent, en fait, et qui viennent faire leurs réunions, leurs bilatérales en marchant. C'est complètement normal de ne pas s'enfermer dans un bureau constamment. Donc ces 3 hommes d'affaires que je vois marcher là en costume cravate, en fait ils sont pas dans leur pause, ils sont en train de travailler ? Exactement, ils sont en train de travailler et d'ailleurs je les ai observés juste avant de commencer leur bilatérale. Ils ont pris un moment assis ensemble en silence au pied d'un arbre. Ça fait partie de leur temps de travail et c'est juste complètement normal pour un échange de qualité. Et qu'est-ce que ça raconte du changement au fond de notre façon d'être au monde ? Ce qui a changé quelque part, c'est que comme les villes sont devenues beaucoup plus vertes, beaucoup plus résilientes, la forêt est en ville, elle est sur les toits, les parcs sont reliés, donc il y a beaucoup plus de couloirs verts et de corridors. Les espaces aussi se sont ouverts. De façon générale aussi, ce que j'observe à l'intérieur des organisations, c'est que quand des décisions doivent être prises, elles se font en fonction de plusieurs éléments qui n'existaient pas il y a quelques décennies. Et notamment, à chaque fois, les personnes en présence se demandent quel est l'impact de cette décision-là, si on la prend, sur le reste de la biosphère. Et je suis très heureuse de voir que maintenant, dans les catalogues de formation, il y a bien sûr l'essentiel de la communication, comme depuis longtemps, mais on parle aussi beaucoup plus d'ateliers, d'expression de ses ressentis. Il est assez normal de voir de la communication animale, et c'est mis un peu partout. J'ai même vu quelques précurseurs qui commençaient à lancer les formations de communication avec le végétal. Il est temps. Cynthia Illy, quand on s'était rencontrés en 2025, il y a 15 ans, vous me disiez qu'il y avait beaucoup d'éco-anxiété. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les jeunes sont beaucoup plus pris au sérieux au sein de la société, que leur voix compte et qui sont entendus. Et du coup, il y a énormément de décisions qui sont prises en se projetant, en se demandant, mais dans cette génération, quel serait l'impact de cette décision ? Et en se demandant vraiment si c'est quelque chose de soutenable et de désirable finalement pour la société tout entière. Donc l'éco-anxiété est un terme un peu désuet pour décrire en fait un état dépassé aujourd'hui. Et quels sont les mots d'actualité aujourd'hui ? Je dirais que le terme qui représente le plus la relation au vivant des jeunes, mais pas uniquement des jeunes, ça va être le tout, un sentiment d'appartenance les uns les unes avec les autres. Et puis ici, dans le parc de Sauvablin, 15 ans plus tard, on voit vraiment que si un foulque se déplace, un groupe d'humains peut tout à fait le laisser passer. Il n'y a pas une priorité d'une espèce sur une autre.
L'école a beaucoup changé. Qu'est-ce qu'il a fallu déconstruire comme représentation de la nature et du vivant ? Ce qu'il a fallu déconstruire, c'est cette idée d'une primauté de l'espèce humaine sur les autres espèces vivantes. Et quel a été le déclencheur de cette prise de conscience ? Eh bien, je dirais qu'à force d'avoir un sentiment perpétuel entre la dépression, l'impuissance, l'anxiété, et puis des sociétés qui s'enlisaient de plus en plus dans une absence de démocratie et autres, il y a eu tout à coup un sursaut sociétal qui s'est fait. Il y a eu vraiment des colloques, des différentes universités d'été, des partages de connaissances, sans que ce soit des connaissances scientifiques, vraiment partir de son propre ressenti, de son vécu, s'expliquer mutuellement qu'est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on le vit, quel impact ça a réellement. Et puis cette écoute s'est propagée et a permis de vraiment travailler en intelligence collective à l'émergence de solutions qui répondaient aux besoins de tous et toutes. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nous pensons souvent que nous devons prendre soin de la nature, mais si au fond, c'était plutôt la nature qui prend soin de nous. Comme nous l'a rappelé Chantal Martin-Solch, de nombreuses études de psychologie démontrent que passer du temps dans un environnement naturel contribue à notre bien-être et permet de diminuer les symptômes de stress et d'anxiété. Et les participants à la marche Walk and Reconnect ont confirmé que non seulement ce moment passé dans la nature leur a fait du bien, mais aussi que la méthode du travail qui relie leur permettait de se repositionner intérieurement, de renforcer en quelque sorte leur capacité d'action. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents ateliers de travail qui relie qui existent en Suisse romande, vous pouvez consulter le site internet www.hubdespossibles.org/podcast. Vous trouverez une série de liens et de références qui vous permettent d'aller plus loin. Quant à moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour un nouvel épisode avec Julien Perrault, fondateur de la revue La Salamandre, et avec qui nous continuerons à explorer notre relation au vivant. Au revoir.